Bienvenue, merci de rester fidèle à votre chaîne Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa pour suivre cette émission qui analyse, débat et commente l'actualité en République démocratique du Congo, pourquoi pas en dehors de nos frontières. Alors nous allons analyser, commenter l'actualité avec trois invités ce matin. Ben Kayembe, Joseph Kongolo et Fierté Dinanga sont les invités de ce matin. Avec eux, nous allons aborder entre autres sujets, le séjour du chef de l'État au Tchad, où il y a eu signature de plusieurs accords de coopération, et puis le chef de l'État a été élevé à la dignité de grand croix dans l'ordre national du Tchad. Il y a même une avenue qui a été rebaptisée en son nom. Nous allons parler avec nos invités ce matin. Autre sujet d'actualité, c'est nous allons analyser, commenter la publication des documents officiels sur les réseaux sociaux. En tout cas, ces derniers temps, on en parle avec les documents de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres institutions de la République. Pourquoi, comment, qui le fait, comment arrêter cette hémorragie? Nous en parlerons avec nos invités ce matin. Évidemment, la gestion de la ville de Kinshasa avec le tout nouveau gouvernement, c'est aussi le sujet retenu pour Kiosque de ce matin. Encore une fois, merci de nous suivre. Ben Kayembe, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Gisèle. C'est toujours un honneur aussi, un plaisir pour moi de participer sur Kiosque. J'espère que nos analyses vont éclairer la lanterne de l'opinion qui va nous suivre. Je voudrais aussi parler de l'Assemblée nationale, mais comme vous l'avez inscrit parmi les sujets qui vont faire l'objet de cette émission, je préfère bien me réserver pour en parler lorsqu'il s'agira de parler des documents qui circulent sur la toile matin, midi, soir de l'Assemblée nationale. Voilà. Merci Ben. Joseph Kongolo, bienvenue. Merci Madame, merci à tous les co-débatteurs, merci aussi à tous ceux qui nous regardent et qui ont une oreille attentive, n'est-ce pas, à toutes nos idées que nous allons devoir remettre ici pour éclairer la lanterne. Mais je voudrais un petit biscuit, si vous le permettez. Ouais, allez-y. Je voulais parler de l'ONATRA. C'est une entreprise un peu très compliquée. J'ai vu que l'ONATRA a reçu 30 millions de dollars de la part du gouvernement pour payer des salaires des travailleurs. Et il fallait désintéresser les 3000 pensionnés qui sont là. Malheureusement, la direction de l'entreprise n'a payé que 1400. Sur les 3000. Sur les 3000. Et quand on vérifie les documents, ce n'est plus même 1400, c'est 400 pensionnés seulement qui ont reçu leur pension. Alors que le reste d'argent, apparemment, on ne sait pas se justifier le reste d'argent. Sur les 21 millions, d'abord, la TMB retire 9 millions sur les 30 millions versés par le gouvernement à cause des transactions. 9 millions sur les 30 millions, c'est étonnant. Donc c'est des choses qu'il faut éclairer, en principe. Et sur les 21 millions, 8 millions seulement étaient affectés pour payer les pensionnés, les désintéressés. Et fort malheureusement, sur les 1400 qui devaient être payés, il n'y a que 400 qui ont été payés. Alors, si le gouvernement de la République peut donner de l'argent pour résoudre un cas social dans une entreprise, je crois qu'il vaut mieux de faire le suivi de cet argent. Cet argent ne vient pas de l'entreprise. C'est le Trésor public qui a choisi cette entreprise pour résoudre un cas social dans une entreprise. Voyez-vous? Donc il faut le suivi pour savoir comment cet argent a été géré et est-ce que ça a atteint l'objectif pour lequel il a été demandé. Donc c'est des choses qu'il faudra en principe aussi poursuivre et voir que des gens ne peuvent pas 10 ans plus tard, après avoir été pensionnés, et continuer à bénéficier du salaire mensuel alors qu'on ne preste pas pendant autant d'années. Non, c'est pas compréhensible. Comment cette entreprise peut se développer alors que le nouveau ministre a demandé à ce que chaque entreprise puisse participer au budget national? Dites-moi, dans le cas de l'ONATRA, avec des catégories de personnel, les actifs, les pensionnés et les retraités. Mais alors, c'est difficile que cette entreprise puisse remonter et surtout participer au budget national. Donc, nous disons tout simplement qu'on doit ouvrir l'œil et le bon dans la gestion des entreprises, sinon, ça va être des canards voitures, ça veut dire qu'ils vont peser sur le budget national alors qu'ils doivent participer au budget national. Donc voilà à peu près l'élément que je voudrais signifier. J'ai beaucoup encore plus d'éléments là-dessus, le nombre des gens, le nombre et tout ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Je crois qu'il faut créer une structure, ou soit le ministère doit créer une structure pour faire l'audit, n'est-ce pas? L'audit au besoin, faire ce que l'IGF est en train de faire, n'est-ce pas, la patrouille, avant d'engager les dépenses, et les étudier à fond et pour permettre, n'est-ce pas, un contrôle facile sur la gestion de ces entreprises. Voilà. Merci Joseph Kongolo. Fidèle Dinanga, bienvenue.
Merci. C'est votre première participation à Kiosque. Merci, je vous dis merci pour cette invitation. Je crois que c'est une première avec vous. Ouais. Et nous avons ce devoir-là de communiquer sur les questions qui sont obscures pour que ce qui nous suivent en ait plus la lumière. Je salue mes co-débatteurs et les téléspectateurs qui nous suivent. Je crois qu'au cours de ces débats, on aura à éclairer plus sur ce qui est important. Voilà. Alors nous allons commencer par la visite du chef de l'État au Tchad. Il y a des accords de coopération qui ont été signés. On dit même qu'il y aura exemption des visas entre les Congolais et les Tchadiens. Après cette visite du chef de l'État, vont parler de sa décoration. Ben KMB, quelle analyse vous faites de ces accords signés de coopération entre la RDC et le Tchad, surtout par rapport aux visas? Bien, merci beaucoup. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'aspect cosmétique. Vous le savez, s'il faudrait prendre l'aspect cosmétique, bon, on va dire c'est bien pour Félix Tshisekedi parce que cet avenir n'est plus qu'à lui, parce que les Congolais, qu'est-ce qu'ils gagnent après tout ceci? C'est quand même l'honneur par rapport à un président qui a été honoré. C'est ce que les Congolais attendent du président. C'est l'honneur. Les Congolais veulent avoir l'honneur. Vous pensez vraiment qu'ici en RDC, on a besoin de consommer cet honneur? C'est pour le président. Je me demande aujourd'hui, qu'est-ce qui s'améliore? Parce que nous devons nous intéresser aux problèmes internes de notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'il y ait collaboration, certes, sur le plan diplomatique, on peut juger que c'est quand même des avancées, mais après, je me pose des questions de fond, parce qu'il ne faudrait pas être idéaliste, il faut être réaliste. Qu'est-ce que les Congolais iront faire au Tchad, madame? Ah bon? C'est la grande question qu'il faut se poser. Est-ce que sur le plan économique, les Congolais peuvent tirer des dividendes au Tchad? Je me pose la question. Avez-vous déjà entendu des marchés se faire ou des Congolais aller au Tchad? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que les Tchad produit pour que les Congolais aillent bénéficier de ces marchés? Cet accord. Vous savez qu'à chaque fois que nous allons, il y a eu la zone de libre-échange, les Congolais ne font que subir. La RDC n'offre pratiquement rien. La RDC subit totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si cet accord vient d'être signé, certes, nous louons la façon de désenclaver la République démocratique du Congo, mais après, c'est les retombées qui doivent intéresser les Congolais. Parce que moi, je ne réfléchis que sur l'intérêt commun des Congolais. Je ne parle pas ici des intérêts mesquins individuels, parce que l'honneur, certes, c'est les chefs de l'État, ils représentent la nation, bien sûr, mais qu'est-ce que les Congolais vont... Quels sont les dividendes que les Congolais vont tirer de cet accord aujourd'hui? Passeport, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que les Congolais vont tirer? Avez-vous déjà entendu un Congolais avoir les objectifs d'aller au Tchad? Ça n'a jamais été le cas. Ah bon? Il faut parler des retombées. Je ne sais pas, les confrères sont sur ces plateaux, ils vont me dire, peut-être que je suis ignorant. Je n'ai jamais entendu un Congolais mûrir les idées comme quoi il doit aller au Tchad pour essayer. Parce que les Congolais cherchent des ouvertures pour se retrouver. Aujourd'hui, les Congolais, même quand ils partent en Angola, c'est pour se retrouver. Les Congolais, quand ils partent en Afrique du Sud, ils ont l'espoir d'aller améliorer les conditions de leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien beau, ce sont des avancées, mais en termes d'impact, en termes de dividendes, je ne vois pas les Congolais bénéficier de cet accord. Et la reconnaissance par rapport au rôle que le chef a joué dans la facilitation de la crise au Tchad? C'est tout à fait normal parce qu'il a joué le rôle d'un médiateur, un facilitateur. Il a aidé le Tchad à retrouver la quiétude, mais bien sûr envoyé par l'Union africaine. Mais je pense qu'ils l'ont fait pour remercier les chefs de l'État. Mais moi ici, je me demande, j'ai comme l'impression, oui, j'ai comme l'impression qu'ici, tout ce que le chef de l'État a fait au niveau du Tchad reste pour les besoins cosmétiques, c'est-à-dire l'honneur, le respect pour la RDC, mais en fin de compte, je ne trouve pas les dividendes, en fait. C'est-à-dire qu'on est d'accord, on loue cette action, on félicite les chefs de l'État pour ça, mais après, il n'y a pas de dividendes. Joseph Kongolo, vous avez une analyse contraire. Bon, je vais compléter peut-être. D'abord, il faut savoir que l'un des plus grands États ennemis de la République démocratique du Congo, du temps de Ethnou, c'était le Tchad, qui a juré de prendre l'eau du bassin du Congo avec... qu'est-ce que je dis? Prendre l'eau du bassin du Congo, même par la guerre. Ça a été la déclaration du président tchadien. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas compris. Prendre... Je voudrais dire ceci. Oui. L'eau du bassin du Congo. Vous savez, le Tchad, c'est un pays qui connaît un avancement rapide de la désertification. Oui. Chaque année,
vous perdez plus de 10 à 20 km de terre, n'est-ce pas, par la désertification. Alors le président, on a d'abord négocié avec Mobutu pour qu'on prenne l'eau du bassin du Tchad, n'est-ce pas, pour alimenter le lac Tchad. Bon, Mobutu a tergiversé, une façon de refuser. L'eau du Tchad, l'eau du bassin du Congo, oui. à partir de Congo-Brazzaville, oui, à partir de, pas de Congo-Brazzaville, à partir de la RCA. Vous avez dit l'eau du Tchad. Oui. Non, c'était pour alimenter le lac Tchad. Ok. Parce que le lac Tchad, c'est ça justement le lac qui fait vivre en fait le Tchad aujourd'hui. Alors chaque année, il y a plus de 20 km de désertification. C'est-à-dire que l'espace cultivable diminue de 20 km en moyenne par an à cause de la désertification. Alors le président Itnou avait décidé de prendre l'eau par la force s'il le faut, du lac Tchad. C'était une déclaration officielle, c'était pas une déclaration camouflée, c'était une déclaration officielle. Alors, à un certain moment, le Tchad alimentait la guerre en RCA et ils étaient déjà à la porte du bassin du Congo. Vous me suivez? Et il a fait ces déclarations. Donc, ça a été un État qui s'était érigé comme un État adversaire du Congo parce qu'il voulait par la force s'il le faut. Ça, il l'avait dit. Voyez-vous? Alors, avec l'arrivée de Félix, il y a ce qu'on appelle le retournement diplomatique. C'est-à-dire qu'on a fait de l'ennemi un allié. Et ça, c'est un point positif sur le plan diplomatique. C'était un adversaire. Peut-être même un ennemi s'il le faut, parce que dire de retirer l'eau par la force s'il le faut, et on en a fait un allié. Ça, c'est une réussite diplomatique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la coopération sud-sud. Nous avions toujours réclamé ça, toujours réclamé. L'Afrique a des moyens pour, n'est-ce pas, instaurer la paix là où il y a la guerre. Les Africains sont capables de le faire parce que la culture a presque un même fondement. Nous savons, parfois nous sommes mieux outillés pour résoudre des conflits africains par rapport à l'ONU qui va vous amener un Australien pour venir résoudre le problème de trucs. Et nous sommes dans une même ère culturelle. Nous avons cette facilité-là de mettre les gens ensemble, n'est-ce pas, et de résoudre certains conflits. Voyez-vous? Et dans la coopération sud-sud, on utilise les Africains pour résoudre les problèmes africains. Et ça, c'est un point positif. C'est qu'a fait le chef d'État au Tchad. Absolument. C'est dans la coopération sud, effectivement, c'est positif. Mais comment ça n'arrive pas, les Africains, comme vous l'avez dit, n'arrivent pas à restaurer la paix en RDC parce que on a été Madame, avec je dis que c'est un cas qui a réussi, s'il vous plaît. Oui. C'est un cas qui a réussi dans le cadre de la coopération sud-sud. Oui. Et ce n'est pas le premier cas, il y en a eu déjà dans l'histoire, n'est-ce pas? Ok, ça c'est la deuxième chose qui est très, très, très importante. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Ça a réussi au Tchad, pourquoi ça ne réussit pas en RDC? C'est la deuxième question. Je réponds à la première. Vous répondez, ok. D'accord. Ok, deuxièmement, c'est une marque de reconnaissance, tout ce que le Tchad a fait pour la République démocratique du Congo. Je crois que madame, quand vous êtes en conflit avec votre mari et qu'il y a un ami ou je ne sais pas un frère qui vient et il remet les choses au point, je crois que quelque part il devient un ami très proche. Ce sont des marques de reconnaissance qu'on reconnaît à celui qui a essayé de rétablir, n'est-ce pas, la paix ou encore l'harmonie entre les choses. Alors, j'ai suivi ce que mon ami Ben venait de dire tout à l'heure. Non, l'État c'est comme un être qui a aussi besoin de prestige. Il n'y a personne qui n'a pas besoin de prestige. Tout le monde a besoin de l'estime, tout le monde a besoin de prestige. C'est comme ça que deux fois nous allons assister à certaines réunions qui n'ont rien à voir avec les intérêts du Congo. Mais le Congo est présent. Pourquoi il est présent? Marquer sa présence. Ça fait partie de l'estime et du prestige. Et l'État a aussi besoin de ça. C'est très important. Et c'est une priorité par rapport à... Je ne dis pas une priorité. J'ai dit c'est une... Non, madame. J'ai dit ceci. L'État ne vit pas que de ça. L'État cherche aussi du prestige. Pourquoi vous participez à tous ces jeux au foot, coupe nationale, coupe tout ça? Qu'est-ce que vous gagnez? On gagne quoi? Le prestige. C'est du prestige. Il faut être présent. Il faut marquer sa présence. Ce sont des éléments essentiels, n'est-ce pas, du prestige, de l'existence d'un État. Il n'y a pas que chercher à mettre fin à la guerre, chercher à manger. C'est vrai, ce sont peut-être des priorités. Mais au-delà des priorités, l'État a besoin de vivre dans un État où certaines valeurs d'ordre international doivent être vécues. C'est comme ça que nous participons parfois à des Coupes d'Afrique, des Coupes du Monde, alors qu'on gagne, on dépense beaucoup d'argent pour ça, vous savez. Donc, c'est un élément important. C'est aussi, ça peut aussi s'appeler une dividende, n'est-ce pas? Non matériel. Les dividendes ne sont pas que matériels. N'est-ce pas? Quand on donne de l'estime, vous êtes pris à l'honneur dans une manifestation, ça fait partie d'une dividende, n'est-ce pas? Non matérielle. C'est tout à fait normal. Alors, vous demandez pourquoi ça réussit si ça n'a pas réussi ici, n'est-ce pas? Ici chez nous. C'est vrai, les intérêts sont croisés ici. Nous sommes à la croisée des intérêts des puissances et des intérêts de la périphérie.
le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et tous ces pays, ce sont des puissances sur la périphérie qui sont tous, qui prennent part à un conflit à la République démocratique du Congo. Et vous avez les intérêts des puissances, vous avez Apple, Samsung et les autres, qui sont des bras séculiers des grandes puissances telles que les États-Unis. Vous comprenez? Et dans cette confusion d'intérêts, il devient difficile pour certaines personnes qui dépassent la puissance et la force, n'est-ce pas, peut-être africaine, de résoudre ce problème. Donc, la situation du Congo, c'est une situation particulière. Isolée. Parce que nous mettons en concurrence et les intérêts des puissances, les intérêts du centre et les intérêts de la périphérie. Ce qui fait que le Congo lui-même, n'est-ce pas, n'a pas une capacité personnelle à pouvoir résoudre ce problème parce que ce sont des intérêts éparpillés. Ok. Et même l'Afrique devient impuissante devant cette profusion des intérêts de puissance. Ah, c'est différent, deux cas différents. Donc ce sont des cas différents. Or, le Tchad, c'est un conflit purement national. Mais sinon, on va donner la parole à Freddy, à Fierté, voilà. Vous avez dit tout à l'heure que le Tchad, vous avez parlé de bassin du Congo, il faut donner de l'eau au Tchad. C'est plus l'intérêt tchadien qui prime dans cette coopération. Parce qu'il a besoin de l'eau, alors... Non, ils n'ont pas parlé d'eau. Hein. C'est la RDC. Non, non, parce qu'on sait qu'il y a un problème d'eau avec le Tchad. Oui, je sais qu'il y a un problème d'eau, mais dans les contacts, dans la visite du président de la République, on n'a pas parlé de c'est pas l'arbre qui cache la forêt. Écoutez, madame, il a été fait des études ici chez nous. On a démontré qu'on ne peut pas soutirer l'eau du bassin du Congo. Ni avant le barrage d'Inga, ni après le barrage d'Inga. Les études ont été faites. Si vous le retirez avant, vous allez diminuer le débit. Ce qui fait que le barrage d'Inga va connaître un choc. Si vous le faites après, nous avons, c'est quoi encore c'est-à-dire que l'eau du fleuve, quand il entre dans l'océan, c'est une puissance, une force. Si vous diminuez cette force, l'eau de l'océan risque d'entrer dans le fleuve. Et là, c'est toute, comment on appelle, la géo donc les poissons, tous ces arbres là-bas qui vont subir l'eau salée. Et ce qui fait que l'environnement va être... Merci Joseph Congo. Alors, il y a Fierté Dinanga, votre analyse également sur... Merci beaucoup. Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord que tout le monde sur ce plateau donne son point de vue et son opinion et le soutienne. Mais il faudrait ici spécifier que le monde reste en soi un village planétaire. On a besoin de tous pour exister. Le chef de l'État, ce qu'il a fait aujourd'hui, vous allez prendre l'exemple en Russie, il y a une université, Patrice Emery Lumumba. C'est parce que Lumumba était une icône congolaise et une personne qui a marqué le temps. Et aujourd'hui, dans ce pays-là, le Congolais a de l'estime et du respect parce qu'il y a eu un Patrice Emery Lumumba. Alors, aujourd'hui... Il y a aussi un Kabila, Joseph Kabila en Tanzanie. Voilà, voilà, ce sont des exemples qui sont légers, mais il faudrait ici spécifier que Félix Tshisekedi a l'aspect qu'il maîtrise bien, c'est la diplomatie. On peut tout dire ici en République démocratique du Congo, mais à l'arrivée de Félix Tshisekedi, nous avons vu une diplomatie anticipative et agissante. Aujourd'hui, on peut se dire, lorsque vous voyez une guerre, ça veut dire que la diplomatie a échoué. Ce qu'il est allé faire en tant que premier citoyen, la seule personne qui... Oui, on peut parler de la diplomatie réussie par rapport aux résultats ou par rapport au contact effectué. Non, mais écoutez, le contact et le résultat. La diplomatie a le résultat axé sur le temps. Ça, il faut le spécifier. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, en tant que premier citoyen congolais, la seule personne qui juge l'importance et la nécessité. Parce qu'il engage le Congo en tant qu'institution, il avait trouvé mieux d'aller au Tchad et de se présenter à cette cérémonie, qui pour moi est une fierté pour la République. Et qu'après Félix Tshisekedi, ça restera marqué dans les annales de l'histoire de l'Afrique et du monde que le président congolais a eu à faciliter la paix au Tchad et il a été décoré. Un autre Congolais qui passera là-bas sera considéré par le simple fait que Tshisekedi a posé les actes. Mais si l'on doit nous dire, ici, sur ce plateau, par Ben, que le Tchad ne produit rien et qu'il ne voit en rien ce que cela peut bénéficier pour le peuple congolais. Mais écoutez, mon frère en face a dit, le Congo a une autre réalité. Nous avons des réalités, des intérêts croisés. Et que le Congo est devant une menace devant laquelle Félix Tshisekedi a lui seul fait face. Parce que le Congolais demande que Tshisekedi résoudre cette situation de guerre. Mais ils ne comprennent pas dans ces microcosmes fonctionnels quels sont les chocs exogènes et endogènes. Et que le Congolais veut voir le résultat.
Mais parce que nous sommes devant cette menace, qui est d'ailleurs de tous les pays du monde nous regardent, c'est qu'il y a besoin des alliés. Et le Tchad a une armée, la RDC a une armée. Il peut être parti, parce que c'est la seule personne qui juge l'importance et la nécessité, collaborer pour pouvoir peut-être le jour où on sera menacé, qu'il ait des alliés militaires. Il y a encore une autre armée. On a déjà les Ougandais, encore le Tchad. Non, dans la diplomatie militaire, les accords sont permis. Partout, on peut collaborer avec qui on veut, comme on veut, si on est menacé. Je crois que vous avez vu les farfelus de Kagame faire une sortie sur France 24 où il a dit qu'il est prêt à faire la guerre à la RDC si cela est nécessaire. Mais la gestion de Félix Tshisekedi, dans tout ce qu'il est en train de faire, je pense que les Congolais qui suivent et qui veulent le développement de la République constatent que dans l'œuvre humaine, il y a des imperfections, mais la quasi-totalité de ses actions sont axées sur le développement de la République. Il peut partir, mais il aurait laissé au moins les détournements de ce développement du Congo. Et qu'aujourd'hui, les Congolais qui veulent, il y a des Congolais qui se sont érigés en opposant, même l'opposant de leurs propres enfants et de leur propre famille. Lorsque vous ne voulez pas de Félix Tshisekedi, oui, on comprend. Mais ce qu'il faut faire, il faut être un cadre d'échange, de réflexion et de discussion. Proposer des choses meilleures pour que celui-là, que vous ne voulez pas, fasse mieux quand il va partir, parce qu'il n'est pas éternel, que vos propositions bénéficient de vos enfants et de la République. C'est la seule chose qui manque aux Congolais. Lorsqu'on dit il doit partir, oui, bien sûr, mais qu'est-ce que tu proposes pour l'avenir de la République? Je pense qu'à mon humble avis, les relations bilatérales avec les nations sont permises et sont vraiment importantes pour d'autres nations aussi et pour le Congo. Je crois que ce qu'il a fait, pour nous, c'est un honneur. On a parlé d'une préséance de courtoisie, ça c'est un protocole et étiquette. Mon frère en face a parlé de la courtoisie. C'est vrai, l'État a besoin de cette courtoisie qui fait office de stabilité des relations bilatérales. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que le Congo a ses problèmes d'ordre sécuritaire, mais comment on peut aller décorer son président ailleurs où il a réussi une facilitation? Voilà, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment, qui voient cela dans ce sens-là? Voilà, je vais donner un exemple un petit peu primaire. Lorsque vous avez un enfant épileptique dans votre maison et vous voyez l'enfant d'un voisin qui fait la fièvre et qui tombe, vous allez dire quoi? Le mien, son traitement est axé sur le temps et l'autre peut avoir un traitement immédiat. Est-ce que vous allez laisser celui qui a la fièvre mourir parce que vous avez un épileptique qui se soigne axé sur le temps? Je crois que les Congolais sont en train de suivre. Et aujourd'hui, il faut comprendre une chose, madame. Nous sommes devant une réalité. Le Congo est attaqué par tous les pays du monde. Ça, il faut le spécifier. Mais je vais vous donner un exemple. Kagame dit que je vais prendre Goma à un certain moment. Tshisekedi passe à la télé, il dit on ne prendra jamais Goma. À moindre escarmouche. Il a dit on ne prendra jamais Goma. Et aujourd'hui, Goma n'est jamais tombé. Pourquoi il y a une réalité? Tshisekedi a ce pouvoir en tant que président de la République. Il a le peuple aussi. En termes de la démographie, nous sommes nombreux. Le Rwanda, même si Kagame dit aujourd'hui qu'on se batte, il sait qu'il aura un choc. Nous sommes comme les Vietnamiens. Le Rwanda est petit comme ça. Si on se met devant la guerre, le Rwanda ne nous gagnera pas. Par là, je voulais tout simplement dire que ceux qui disent que Tshisekedi ne s'occupe pas des problèmes du Congo, ils n'en savent pas la grandeur, ils n'en savent pas les menaces, ils n'en savent pas des pressions. Si Tshisekedi avait une petite tête, je crois qu'il ne serait même pas là et que ce pays serait balkanisé. Parce que ce monsieur a hérité d'un système corrompu, d'une armée inféodée, infiltrée à tous les niveaux. Imaginez-vous qu'il y avait des chefs d'état-major ici rwandais. Et tout ce système-là, qui a daté de plus de 20 ans, Tshisekedi l'a hérité. Si on peut aller en arrière de plus de 50 ans, Tshisekedi a hérité cela et il est en train de forger la profondeur pour monter en hauteur. Mais ce que moi je veux que le Congolais comprenne, c'est que aimons le Congo. C'est le Congo qui est notre dénominateur commun. Et ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est que vous ne voulez pas de Tshisekedi. Oui, attendez les élections, travaillez sur ça, mais apportez-les des propositions
pour que le Congo change. Il y a un exemple, madame. Proposition, oui, mais on est face aussi à des réalités. Bien évidemment. Parce que, par exemple, du côté social, on n'a pas besoin de propositions. On voit ce qui se passe. Non. Vous allez corriger. Non, vous voyez ce qui se passe, mais il faut proposer. Je vais vous donner un exemple. Merci. Ce gouvernement je chute par là, ce gouvernement qui est sorti, je pense qu'il a pris tout le temps pour sa sortie. La plupart des Congolais ont critiqué. Il y a même des noms qui ont été proposés au chef d'État pour dire que ces noms ne reviennent pas au gouvernement. Il a écouté. Où est Peter Kazali? Où est Nicolas Kazali? Ils sont partis parce que le Congolais avait constaté que ce sont des éléments nuisibles au développement de la République. Je crois qu'il écoute, il faut toujours proposer et aimer la République. Alors, Ben, vous allez apporter quelque chose ou on passe à autre chose? Bon, avant qu'on passe à autre chose, j'aimerais quand même... j'ai suivi mon frère analyser. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, mais bon, je suis désolé de dire que pour moi, ce n'est que l'apologie d'un chapelet d'aveu d'échec pour la République démocratique du Congo. Parce que quand il parle de la collaboration avec le Tchad, il cite encore cette probable collaboration qui peut y avoir liée en termes militaires ou sécuritaires avec la République démocratique du Congo. Par moment, il vous dit que la RDC est attaquée par tous les pays, les grandes puissances. Par moment, il vous dit que la RDC a besoin de l'appui. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'on ne cesse de faire l'apologie d'une faiblesse pour la République démocratique du Congo. Parce que vous ne cessez de dire que la République démocratique du Congo a besoin de soutien. On en a eu assez, mon frère. On en a eu assez avec la RDC. On a eu des soutiens matin, midi, soir, jusqu'à telle enceinte que l'ONU vous a dit ici que les M23 avaient l'armement sophistiqué. Qu'est-ce que vous attendez encore d'une collaboration? Vous dites ici que nous sommes attaqués partout dans le monde, les États-Unis, la France, tout ce que vous voulez. Mais comment vous allez compter sur une collaboration africaine pour déloger les Occidentaux? Et il faut réfléchir. Vous prenez le cas ici d'un enfant épileptique qui est en train d'être guéri petit à petit. Mais ce n'est pas le cas. Prenez les mêmes équivoques. Un monsieur qui n'a pas réussi sa vie conjugale se propose à réconciliateur des autres couples. Pourtant, il y a des... mon aîné à côté doit être nécessairement marié. Vous, madame, vous êtes mariée. Quand vous cherchez un parrain, on cherche un monsieur qui a réussi. Un couple qui a réussi, un couple qui sait se maîtriser, un couple qui n'a pas réussi à être calme dans son foyer, on ne le prend pas pour modèle. On ne peut pas autoriser un couple qui n'a pas réussi sa vie conjugale être votre conseiller marital, ça ne marchera jamais. Quel conseil on va vous donner? On va se servir de ces erreurs. Non, mais comment vous voulez ici prendre l'expertise d'un monsieur qui n'a commis que des erreurs pour vous aider à améliorer votre vécu dans le couple? C'est pas sérieux, madame. S'il vous plaît, madame. C'est pas sérieux. Il prend le cas d'un épileptique. Vous avez dit ici que le Tchad ne reproduisait rien. Non, attendez, s'il vous plaît. Que le Tchad ne reproduisait rien. Mais le Congo produit quoi? Nous sommes la belle femme du monde. Les réalités du Tchad ne sont pas le nôtre. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui, pour cet exemple que vous avez donné, si on n'a pas reçu notre vie conjugale et on va donner des conseils aux autres, c'est peut-être que vous avez une femme qui ne vous a pas compris. Pourvu qu'il ne profite pas de nous, hein. Pourvu qu'il ne profite pas de nous, hein. Pour que ça soit gagnant-gagnant. Non, pour Félix Tshisekedi, personne ne profitera de la République. Parce que vous l'aviez vu devant les accords dire qu'il ouvrirait la porte aux personnes qui viendront à la grande porte pour signer des collaborations bilatérales. Il ne laissera personne prendre nos minerais par force. C'est la guerre dont on est en train de les pousser à signer des accords. Et depuis quand ils ont arrêté de prendre les minerais par force? Non, mais écoutez, ça n'a jamais été le cas. Dans un état d'agression, il faut le dire. Le Congo est agressé. Ces gens-là volent et ne prennent pas. Il n'y a pas un accord sous Félix Tshisekedi qui permet que les étrangers prennent des minerais ici chez nous. Jamais. C'est pour cela qu'il donne même sa tête. Il est en train de se sacrifier pour ça. Merci, Fierté. Oui, je cite pas à dire ceci. Je ne voudrais pas qu'ici on continue à faire cette apologie d'une faiblesse. Cette façon de voir les choses veut signifier tout simplement que la RDC est aux abois. C'est-à-dire qu'on n'a plus de pistes et de solutions. Il vous dit ici, il est fier parce que le chef de l'État avait dit Goma ne va pas tomber. Mais il s'en fout de Bunagana, qui fait 2 ans entre les mains des étrangers. On gère nos taxes, les recettes de l'État, il en est fier. Hein? C'est-à-dire que Bunagana ne représente rien, il est d'accord parce que Goma n'est pas tombé. Nos voyants militaires. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ils tombent tous les jours pour récupérer Bunagana. S'il vous plaît, ne me dites pas qu'ils ne savent pas que Bunagana est occupé. Non, ils ne sont pas ignorants. Ils ne sont pas assez ignorants. Je vous dis qu'ils ne sont pas assez ignorants. Ça fait 2 ans, monsieur. Ça fait 2 ans.
Quel appui on n'a pas demandé pour déloger les M23? Qui vous dit que cette guerre passe nécessairement par les armes? Si ça dépendait des armes, on aurait déjà délogé les M23, cher ami. Ça passe pas par les armes. C'est cette fameuse diplomatie dont vous faites. Je vous dis. Très bien. Soyez conscients. Soyez conscients que cette diplomatie dont vous publicitez ici devait faire son travail. Devait faire son travail. Si aujourd'hui on n'arrive pas, parce qu'il ne s'agit, on n'arrive pas à défaire une guerre ou une agression nécessairement par les armes. Il y a les deux fronts. Vous avez d'une part les armes, vous avez d'une part la diplomatie. Les deux doivent marcher ensemble. Si avec les armes ça ne marche pas, c'est qu'alors c'est la diplomatie qui boite. Merci. On peut passer à autre chose? Je veux tout simplement lui dire que nous, la guerre qui est imposée à la République date d'il y a plusieurs années. Et qu'aujourd'hui, éradiquer cette guerre-là, c'est des actions axées sur le temps. Et c'est ce qui s'est fait. Il faut encore plusieurs autres années. C'est ce qui s'est fait, madame. Félix Tshisekedi joue sous ces deux fronts-là. Raison pour laquelle nos militaires sont bien formés et ils sont là, bien armés, ils sont en train de se battre. Et que la diplomatie travaille de son côté. Voilà, et on parle à présent des publications des documents officiels, confidentiels sur les réseaux sociaux. Les derniers cas en date, ce sont les documents de l'Assemblée nationale et ça fait grand bruit. Je donne la parole à Joseph Kongolo. Quelle analyse vous faites de cette situation où on voit les documents confidentiels être balancés sur les réseaux sociaux et après la clameur publique, hein, si je veux dire ça? Madame, je l'ai toujours dit, je suis d'abord licencié en sciences politiques et administratives. Je connais l'administration parce que c'est lui qui m'a donné le cours d'administration publique. C'est un expert. Je voudrais dire que l'administration est presque une science aujourd'hui. L'administration publique est une science aujourd'hui, la science administrative. C'est une science. Et dans cette administration, au-delà du fonctionnement des organes, il y a une éthique administrative. Et ça a un cours à l'université en sciences politiques et administratives. L'éthique administrative. Il y a une éthique. Et cette éthique, apparemment, n'existe plus. Dans le temps, ça existait. Dans le temps, dans l'ancienne administration publique, ça existait. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éthique. Il n'y a plus d'éthique. Deuxièmement, il n'y a pas de réforme dans le sens de l'éthique en fonction de l'évolution technologique et particulièrement l'évolution des techniques de communication. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'Internet, quelqu'un peut faire n'importe quoi sur l'Internet. Mais s'il n'y a pas de loi qui encadre la préservation, n'est-ce pas, de l'éthique administrative, et en ce moment-là, il n'y a rien qui peut se faire. Il n'y a rien qui peut se faire. Donc, chercher un développement administratif, le développement administratif nécessite absolument qu'en amont, il y ait des structures pour protéger l'éthique administrative, et surtout l'administration publique. L'administration publique, c'est une vieille science. Elle n'a pas commencé aujourd'hui avec la médecine. L'administration publique, c'est une vieille science. Et elle a commencé dans l'armée. Parce que des gens qui ont eu à gérer des tas de personnes et des biens, ce sont d'abord des armées. Et c'est là qu'on a développé pratiquement l'administration. Voyez-vous, madame? Et dans cette administration, elle est sortie de l'armée avec une discipline militaire. Un militaire bien formé ne peut pas dire n'importe quoi sur l'armée. Et c'est comme ça que l'administration a été accompagnée d'une éthique administrative. Mais qui semble ne pas exister, madame. De quel droit vous pouvez prendre un document officiel, vous le mettez sur la toile? Non, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas sortir un document officiel, le ramener chez vous à la maison. Ça ne peut pas exister. Alors qui sort ce document? Mais ce sont les mêmes fonctionnaires. L'Assemblée nationale. Ce sont les fonctionnaires. Madame, tout document politique, administratif passe par des fonctionnaires. Ça commence par le chargé de courrier, qui n'a peut-être pas de fonction, mais il va gérer ces documents. Voyez-vous? À ce niveau-là, il ouvre l'enveloppe, il lit, il voit le destinataire pour classifier. Et il publie. Et il peut. S'il ne connaît pas, c'est que c'est l'éthique administrative, il peut publier un document sensible. Et c'est le cas, malheureusement. Ça n'a pas commencé avec l'administration. Partout, chaque jour, nous avons des documents officiels sur la toile. Les documents officiels. Parfois, ce sont des brouillons qu'on publie et qui font du buzz dessous la toile. Des brouillons. Parfois des documents non signés. Une proposition, vous pouvez lire, corriger, comme ça on va signer. Non, non, on publie ça sur la toile. Donc il y a un problème de carence de l'éthique administrative
Et ça, ce sont des fautes graves dans l'administration publique. Ce sont des fautes très graves dans l'administration publique. Parce qu'il y a des documents, madame, quand le document sort, le pays est contrebalancé. Il y a des documents comme ça. Pourquoi on parle très souvent, on prenait par exemple à la CENI, on vous dit que vous êtes tenu par le secret. Le secret, c'est quoi? Le secret, là, c'est quoi? Le secret d'État, par exemple, c'est quoi? Ce sont des informations très sensibles. Par exemple, Mobutu a autorisé un coup d'État ici et là-bas, et il y a une documentation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une action qui ne soit pas précédée par l'administration. Vous comprenez? Il n'y en a pas. Soit c'est un message qu'on enregistre, soit c'est ceci. Tous ces documents sont des documents sensibles qui ne peuvent pas sortir. Si ça sort, ça peut contrebalancer le pays. Alors, ça peut contrebalancer le régime, le fonctionnement de l'État. Donc, c'est une faute grave. Et on ne peut pas devenir à la tête d'une administration, comme Kamere vient de prendre la tête de la fonction de l'Assemblée nationale. Je crois que la première des réunions qu'il devait faire, c'était avec les fonctionnaires de l'Assemblée nationale. En dehors des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, il y a des services administratifs liés au cabinet qui devaient être sensibilisés sur ces choses. Parce que, écoutez, nous sommes... au besoin, hein, après... Oui, nous sommes à une étape très sensible aussi, ça il faut le dire. La République démocratique du Congo tente de faire le pas, marquer le pas dans le développement. Et nous sommes en temps de guerre, voyez-vous? Et nous sommes dans ce qu'on appelle la confusion, avant de clarifier notre position démocratique. Et dans cette confusion-là, il faut lui éviter des extrêmes, comme ces documents sensibles-là. Vous comprenez? Il faut éviter ça. Alors, si on ne sait pas le faire, on ne sait pas sanctionner ceux-là qui ont fait. Parce que pour moi, c'est toute la chaîne. Je vous sanctionne. Toute la chaîne. En ce moment-là, ils vont veiller sur ça. C'est pas correct. C'est pas du tout correct. Alors, nous sommes dans la publication de ces documents. Avec le dernier cas, date, c'est l'Assemblée nationale, qui a fait réagir le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale par rapport aux frais utilisés pour les missions l'Assemblée nationale avec par rapport aux frais de mission, et ça a même fait réagir le vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Chilumbaï, qui a venu donner des explications quant à ce. Quelle analyse vous faites de cela? Bon, moi je crois qu'il est question de l'éducation administrative, parce qu'on l'a dit ici. La personne qui doit gérer ou porter des documents, ça doit être des personnes bien instruites, bien éduquées quant à cette matière-là. Quand ça sort, ça relève tout simplement d'une certaine insuffisance, une certaine cohérence, manque de cohérence dans la gestion. Maintenant, quand cela arrive, parce que ce sont des cas récurrents, est-ce qu'il y a eu des sanctions quant à ça? Parce qu'il y a des sanctions qui portent des caractères pédagogiques. Lorsque vous êtes sanctionné pour un fait comme ça, et que si cela est vraiment pédagogique, les restes des personnes auront du mal à poser les mêmes actes. Je crois qu'ainsi de suite, on peut éradiquer une situation comme celle-là. Quant à ça, je crois que je n'aurai pas beaucoup de commentaires parce que le débatteur a tout dit. Mais qu'à cela ne tienne, je vais... Sinon, si on balance ça, c'est parce que les montants aussi a dérangé et les gens trouvent que... C'est là où les nez de guerre, parce que les gens qui parlent disent que Vital Kamerhe est serré dans sa logique de pouvoir consommer beaucoup d'argent du trésor public, parce que quand tu as un déplacement de moins de 20 personnes, comme on le dit, et puis on met 1 million de dollars, est-ce qu'ils vont pour quel travail le Congo va bénéficier quoi dans leur déplacement? Toutes ces questions-là, les peuples lambda se posent pour savoir qu'est-ce qui va se passer exactement. Est-ce que nous allons seulement, à chaque instant, un individu, sur sa tête, on parle des millions d'argent et le Congo perd toujours, et quel est le gain? Ça, c'est une question que tout le Congolais se pose. Et moi aussi, en même temps, je me dis, si cela s'avère vrai, et que c'est ce montant-là qui est scandaleux pour un déplacement de quelques députés nationaux, tandis que d'ailleurs, au sein des hémicycles, la plupart qui sont là, n'ont même pas la tête à pouvoir proposer, n'accompagnent même pas le développement, ils n'ont même pas conscience qu'ils ont été délégués par le peuple congolais qui leur a donné ce mandat-là. Ils n'ont même pas cette conscience, ils font des choses pour leurs propres intérêts. Et quand cela passe, ça scandalise le petit peuple et les petits fonctionnaires qui, lorsque vous regardez quelqu'un qui touche 600 000 francs le mois, et il ne sait même pas nouer le début du mois, il a 3-4 enfants, et il se pose la question, mais comment ces individus qui sont payés plus de 5 000 $, mais aujourd'hui ils font une mission de service
à un coût de 1 million et quelques de dollars. Non, mais c'est moquer les Congolais. Moi, je pense que dans ma casquette d'accompagnateur de la République, moi, j'accompagne que toutes les personnes qui posent les actes de contribution à l'avancement du Congo. Et quand ce genre des actes se posent, c'est révoltant. C'est vraiment révoltant. Nous nous disons, est-ce que ces gens-là, nous sommes venus au Congo, nés au Congo, que pour accompagner des magouilleurs? Si cela est vrai, donc nous disons que ça doit prendre un autre sens de choses, que le Congolais comprenne que tous nous sommes d'accord pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Les documents fuités, on a parlé de frais de mission, on a parlé également des documents sur les passeports diplomatiques des enfants du président de l'Assemblée nationale. Tout cela, comment tous ces documents sortent? Est-ce n'est pas là des combats, des guéguerres au sein de l'Union sacrée pour essayer un peu de déstabiliser les uns et les autres? Merci beaucoup, madame. Je suis d'accord avec les co-débatteurs parce qu'ils ont plus touché l'aspect logique, légal des choses, ce que la théorie voudrait, ce que les textes voudraient. Je suis d'accord avec mon aîné juste à côté, mais moi j'aimerais plus parler de l'aspect politique parce que l'influence ici est totalement politique. Le problème, ce n'est pas l'administration. Le problème ici, ce sont les politiques qui gèrent les administrations. Parce que vous savez, la politique est au-dessus de l'administration. Quand vous avez la limite au niveau de l'administration, c'est le secrétaire général. Mais le secrétaire général dépend de son titre qui est le ministre, qui est totalement un politique. C'est-à-dire, pour ses intérêts, il est prêt à tout. Ici, les cas échéants, les cas sous examen ici de l'Assemblée nationale, il faut le dire que non seulement ceci est le modus operandi du Vital Kamerhe, et je prends le risque de le dire, parce qu'à l'époque, vous allez vous en souvenir, lorsque Vital était au niveau de la présidence, imaginez le nombre de dossiers qui ont fuité. Les gens ont perdu du travail. J'ai d'ailleurs des aînés journalistes qui ont perdu du travail à la télécommunication, parce qu'ils suivaient cette ligne. Le chef de l'État ferait un discours à 18h, à 17h, on voit les scoops. C'est-à-dire, on vous envoie les parties pertinentes du discours du chef de l'État pour que vous ayez des scoops. C'est-à-dire que c'est d'abord un modus operandi. Depuis qu'il arrive à l'Assemblée... À l'économie, ce n'était pas le cas. Hein. Non, non, on n'a pas vu aucun document. Attention, depuis qu'il arrive à l'Assemblée nationale, parce que là-bas, il était seul, il n'y avait pas de concurrence. Depuis qu'il arrive à la présidence, il y en avait. Depuis qu'il est arrivé à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut le dire, quand j'ai vu Mbosso gérer, on n'a jamais vu des dossiers de l'Assemblée nationale fuités. Jamais. Mais depuis son arrivée, d'abord, il y a eu des guéguerres, on a relevé la garde de Christophe Mbosso. Le lendemain, on a vu... Lorsque vous voyez certains journalistes écrire, vous comprenez qui a donné l'information. On voit les gens relayer l'info, comme quoi on a vu les personnes appartenant à Mbosso faire des incantations devant les bureaux de Vital Kamerhe. Moi, je pratique l'Assemblée nationale, je connais comment on a réparti les bureaux, même les bureaux du président de l'Assemblée Vital Kamerhe. C'est toujours fermé à Kadena, il y a des policiers devant. Je me dis, est-ce que c'est un problème de sa suite, sa sécurité, qui n'est pas sérieux, qui n'a pas de rigueur? Comment 12 personnes peuvent entrer d'abord à l'Assemblée nationale, prendre l'ascenseur à 2h du matin, pendant que la clé de l'ascenseur est gardée entre les mains des agents de sécurité, la nuit? Parce que personne ne circule. À 2h, ils ont eu la clé de l'ascenseur, monter jusqu'au bureau, au deuxième niveau, au bureau du président, et danser devant les bureaux, pendant que sa garde n'y était pas. On a sali l'image du deuxième vice-président. Ça n'a pas fini par là. Le deuxième vice-président réclame ses indemnités. On relaie encore dans les médias pour dire la roue tourne, à Komikole Lambongo, toutes les choses comme ça. Les documents ont fuité. Les documents encore fuité. Et puis on vous dit que ça n'a pas fuité de l'autre côté. Moi je me demande comment un monsieur qui réclame ses droits, qui sont un document privé, lui-même qui écrit, va faire fuiter les documents. Ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, on a encore un autre Vital Kamerhe qui signe un ordre d'émission. Je vais vous faire une révélation ici, peut-être que les gens ne le savent pas. Ces sommets de la francophonie datent de très longtemps. C'était déjà inscrit dans le calendrier de l'Assemblée nationale et le président Mbosso à son temps avait signé un ordre d'émission de 8 personnes pour ces sommets. Parce qu'il s'agit là-bas, on parle, je crois, de l'énergie numérique. C'est ce que je devrais être quelque chose comme ça. La thématique, ça cadre avec les avancées technologiques. Donc il faudra amener des gens qui maîtrisent soit les numériques, soit les penthétiques. Il faudra amener des députés qui ont des connaissances à la matière. Parce que après les assises, il y aura des commissions qui seront éclatées pour que les gens réfléchissent sur des réformes. Donc il faut amener des gens qui maîtrisent la matière. En son temps, Mbosso avait signé une ordre d'émission pour 8 personnes pour représenter la RDC. Et aujourd'hui, vous avez un Vital Kamerhe qui vous signe une ordre d'émission pour 22 personnes et il demande des passeports diplomatiques pour les enfants.
Avant de terminer, Mais je le ne suis pas... vice-président, attends, mise au point, le vice-président, dans sa mise au point, a dit que c'est 3 missions qui a été fusionnées, et c'est ce qui a fait ce montant-là. Un raccordement Madame, je vous dis. Ne me poussez pas à dire des choses que je ne vais pas dire. Est-ce que le professeur de Cirquois, comme Chilumba, a un problème pour lire un document? C'est ça qui est écrit, il y a un document. Les documents, depuis quand on envoie 3 missions dans un seul ordre de mission? On veut nous apprendre quoi, madame, même si on n'est pas juriste? Mais ici, on va prendre le cas des visas parce que vous en parlez. La loi dit que les députés ont droit à un passeport diplomatique et les conjoints et les enfants à charge. C'est-à-dire les enfants de ces derniers. Mais ici, les cas qui dérangent les Congolais, ce n'est pas parce qu'il a demandé. Il est en droit d'obtenir ses passeports. Mais c'est pour ses enfants à lui. À lui. Les enfants pour lesquels il demande les documents, ce ne sont pas ses enfants, madame. Ça, c'est un autre dossier. Attention, cher aîné. Le problème, ce n'est pas... L'adoption passe par des documents. Mais justement, Ça ne se fait pas la va-vite. Attention aussi, avant d'adopter un enfant, il faudrait le consentement des parents. Quand je regarde J.B. Piano aujourd'hui, dès son vivant, fort qu'il est, a accepté de donner son aval pour qu'on adopte ses enfants, madame. Voilà. Quand vous regardez Didi Kinouani, petit, parce que les parents sont vivants. Ça, c'est la loi. Quand on va adopter un enfant, on réfléchit, madame. Il n'a pas de vie privée parce que le document demande les passeports diplomatiques. Ce sont des diplomates. Ils représentent la nation. Vous dites que c'est une vie privée? Alors, les avantages y afférents. Vous dites que c'est une vie privée? Là, je retiens que... On parle de l'État ici, madame. Les documents qui fuitent là, ce sont des guerres entre les politiques. C'est le modus operandi. Oui, madame. Oui, un petit biscuit, parce que mon ami a dit des choses très touchantes. C'est vraiment très bien. Et je pense quand il a cité le prof Chilumbaï, qui est d'ailleurs faisant partie du parti du président de la République. L'un des chevronniers en droit. Mais écoutez, il vient nous lire un document qui est connu, qui est clair. Une mission, lui fusionne 3 missions dans un seul ordre de mission. Je crois qu'il y a un problème. Ici, je profite de cette occasion pour lancer un message au président de la République. Vous savez, le monde se meurt si les bonnes personnes se taisent. Nous devons dire des choses comme il se doit pour que le Congo soit à un certain moment sérieux par rapport aux animateurs des institutions. Je prends un cas du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya. Je le cite pour dire que on ne peut pas être dans l'antichambre du pouvoir avec des mensonges. Écoutez, ce n'est pas sérieux. Je suis membre de l'UDPS, je suis porte-parole de l'association Vision Fachi. Ah bon? Et ici, je lance un message. Ici, vous êtes analyste. Hein? Je suis analyste, mais je lance un message au président de la République. Que les seules personnes qui mettent bâton dans le roue de son fonctionnement sont émanantes de l'UDPS. En l'occurrence, Augustin Kabouya. Je regarde, je dis, écoutez, il monte sur un dossier, vous allez vous étonner. L'administrateur adjoint de l'ANER, M. Augustin Moulumba, vous allez être scandalisé. Augustin Kabouya prend les matinées politiques comme un cadre des règlements de compte. C'est-à-dire qu'à chaque moment qu'il organise des matinées politiques, il prête à confusion, il règle les comptes aux personnes dont leur tête ne lui plaise pas. Il veut que ces derniers dégagent. Je vous donne un exemple. Là, vous allez aller gérer ça de votre parti. Non, j'en arrive, madame, s'il vous plaît, c'est important. Pas votre parti. C'est très important, laisse-moi vous dire. Allez gérer ça dans votre parti. Attendez, ici, nous parlons ici, nous analysons. Le Congo a un problème. L'affaire IDPS, s'il vous plaît, le Congo est attaqué par le Rwanda. Et le chef de l'État dit que le Congo est attaqué par le Rwanda. Kabouya, dans sa matinée politique, dit que c'est la guerre entre Congolais. Vous donnez encore le biscuit au Rwanda de dire que ce que j'avais dit, ce n'est pas vrai. Kabouya lui-même de l'UDPS, aux côtés du chef de l'État, a dit que c'est la guerre entre les Rwandais. Lui-même se lève pour dire un jour que Kabila serait à la tête du M23. Des cacophonies et cacophonies. Maintenant, regardez ce qui est plus grave. Il rapproche l'administrateur adjoint de l'ANER. Il va avec lui dans des missions. Dans les Bandundu, un peu partout, ils vont chuter à Matadi. Et il se met devant le public pour dire que cette réunion n'aurait pas sa réussite
si M. Augustin Mulumba n'était pas là. Quelques minutes après, Kabouya se rebiffe pour dire que la première fois qu'il voit Corneille Mulumba, c'est à Matadi. Or qu'ils ont effectué des missions dans les Bandundu, dans le Kouilou, dans le Kwangu. Bien. À côté de ça, j'en arrive, Fierté. je chute. Allez à l'IDPS gérer vos problèmes là-bas. Quelqu'un qui est nommé 6 mois après, il pèse pour qu'on l'enlève à ce poste-là, quelqu'un qui est nommé par le chef de l'État. Donc Kabouya aborde les questions de la sécurité nationale dans des matinées politiques. Merci, et nous merci, disons merci, au chef merci. de l'État que Merci. l'ennemi de Félix Tshisekedi, c'est Augustin Kabouya. Merci. Et nous n'allons pas laisser des personnes qui sont incohérentes Fierté Dinanga. accompagner le chef de Fierté l'État. Dinanga. Ça, Je c'est vais pas mettre un petit l'IDPS, c'est pas la 10e rue. Allez gérer vos problèmes à la 10e rue. Ok, Alors, le Joseph message, Congo, je reviens. comment à la 10e rue, hein, Le ça, message est passé. C'est kiosque qui analyse. Et Joseph Kongolo, vous allez on termine avec vous. Oui, je mets un petit mot sur d'abord l'administration parce que c'est le cas essentiel. C'est fini C'est une le cas minute. essentiel. Ok, je dis ceci. Ce que nous fustigeons ici, la sortie des documents administratifs, c'est ce que Ben a fait. Malheureusement, c'est ce que Fierté aussi a fait. Vous voyez, ce sont des documents secrets, des problèmes secrets qui concernent le groupe. Ils ont aussi fait ce que les autres, ce que nous condamnons là ont fait. Voyez-vous, ça c'est un dossier très sensible qui peut se résoudre à l'interne. Voilà qui met ça en public. Non, mais le monsieur Ben, ne voit jamais les gens. Je veux dire, Non, je veux non, dire. pas ici. Ben l'a fait Fierté. aussi. Ben l'a fait aussi. Il a donné un autre aspect d'une chose qui ne devait pas en principe être dite sur la place publique. Donc vous comprenez que le mal est plus profond. Le mal n'est pas seulement dans l'administration, le mal est dans l'homme congolais. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelait l'ENDA, l'École nationale d'administration. C'est là qu'on apprend quelqu'un qui vient de l'université à être fonctionnaire. Un fonctionnaire, on ne devient pas fonctionnaire parce qu'on a terminé l'université. Nous, on devient fonctionnaire quand on a terminé l'université ou quand on n'a pas fait l'université, mais on a l'éthique administrative. C'est ce qui donne la caractéristique de fonctionnaire à quelqu'un. Voyez-vous? Parce que dans l'administration, il y a un comportement différent de celui qui n'est pas fonctionnaire. Vous pouvez être dans une entreprise privée, mais vous n'avez pas la même éthique que celui qui fait la fonction publique. Donc vous comprenez que le mal est très profond, de telle manière que s'il n'y a pas des lois qui encadrent ces choses, s'il n'y a pas de structures pour former les fonctionnaires, eh bien, nous aurons des difficultés pour mettre une administration stable, et l'administration, c'est le vecteur du développement. Il n'y a pas de développement sans passer par la fonction publique, malheureusement. Voilà, des choses que nous devons Merci. corriger ensemble. Merci Ben, malheureusement. Ben. Non, non, non. Juste 30 secondes. Je voudrais dire, je suis d'accord. Mais ce que mon aîné fait, c'est ce que moi j'appelle l'abrutissement de la conscience collective. Un dossier qui est sur la place publique, lorsqu'on aborde sur ces dossiers, Ça devient vous avez un l'impression péché. que c'est un tabou. Non, non. C'est ça ce qu'on Il est déjà appelle le pris sous la respect place de la publique. liberté de réflexion. C'est très bien. Un dossier qui est sur la place publique, on doit interdit l'aborder aux Congolais de publiquement. réfléchir. L'émission est C'est quand même finie. grave. Je suis Merci d'accord à avec vous. toi, mon frère. C'est quand même Merci grave. à On doit vraiment l'aborder publiquement parce qu'il est sur la place publique. Fierté Dinanga, merci. C'est moi qui te remercie. Merci Ben Kayembe. Merci. Joseph Kongolo. Merci beaucoup, madame. Merci madame, monsieur. Merci à l'équipe technique, Marité Godot, Moron Djambé, c'est Fiston Atunga, Alain Kabongo, José Andia, Ordilan Loutete, Urbain Kanyema du côté de la radio. Merci au coach Doudou Montiri. Qu'il améliore Madame- aussi les temps d'antenne. Hein. Franchement. Madame, messieurs, nous retrouvons, je vous retrouve moi vendredi avec le même plaisir. Au revoir.